Bonjour à tous. Nous allons consacrer l'heure et demie qui vient à un débat au thème quel futur pour les Eldorado. C'est un intitulé, quand je l'ai vu, et j'ai cru comprendre en discutant avec nos amis avant cette session que je n'étais pas le seul, qu'on était un petit peu surpris par ce titre qui n'était pas forcément totalement explicite. Et puis le mot Eldorado, ça renvoie quand même à une époque où les relations internationales étaient très prédatrices. Et on peut souhaiter qu'aujourd'hui, ça ne se passe pas de la même manière qu'à l'époque des conquistadors. Et voilà, donc je vais tout de suite donner la parole à Jacques Mistral, qui est membre du Cercle des économistes et qui va introduire la problématique de notre discussion. Merci. Merci Guillaume. Donc nous sommes nombreux à avoir eu des réactions sémantiques à propos du titre de cette conférence, de cette session. On va plonger dans le sujet, évidemment, qui concerne les émergents, leur succès, leur avenir, leur poids futur dans l'économie mondiale et leurs difficultés également. Je pars de la définition large de la prospérité que nous a donnée Jean Hervé tout à l'heure, une définition large dans laquelle certains ont pu retenir l'idée qu'il y avait bien sûr les réussites monétaires, les réussites matérielles, mais que bien d'autres facteurs devaient être pris en compte. Alors, cette extension du concept de prospérité par rapport à celui de richesse, c'est une extension qui interroge en particulier à propos des pays émergents, dont beaucoup, comme l'a rappelé Ed Miliband dans la session inaugurale, dont beaucoup avaient des populations placées dans une situation de très grande misère et pour lesquelles la croissance rapide de la richesse matérielle qu'ils ont connue depuis un demi-siècle, un quart de siècle, une quinzaine d'années, cette croissance rapide a transformé les conditions matérielles de vie d'une grande partie de leur population en matière, comme le disait François Pérou, en matière de logement, de nourriture, d'éducation et d'emploi. Donc ma première question sera d'inviter nos collègues à réfléchir ensemble à la façon dont cette conception large de la prospérité nous invite à situer la part propre de la réussite économique au sein de cette réussite plus large. En même temps, je pense qu'il est utile pour tout le monde de procéder à une clarification des éléments typiques qui peuvent, dans ces économies, caractériser le chemin de la réussite. Je pense que l'un des éléments les plus caractéristiques de ces stratégies qui ont connu le succès sont d'avoir une politique d'ouverture à l'extérieur adroitement maîtrisée. C'est-à-dire ouverture, mais certainement pas non plus se placer dans une situation, comme le rappelait Guillaume, qui dans d'autres périodes de l'histoire a pu donner lieu à des situations de prédation. Il faut caractériser donc la situation de ces économies émergentes qui sont déjà arrivées à un stade avancé de leur développement, pour certaines d'entre elles, et évidemment je pense en tout premier lieu à la Chine. Et à propos de ces économies, donc on se demande souvent s'il existe un plafond de verre, c'est-à-dire une situation à partir de laquelle la croissance s'infléchit, c'est ce que l'on observe, et Min-Ho Kai va développer des idées à ce propos. Je pense que c'est une approche très intéressante, que peut-être le ministre faudra aussi explorer, ou ma collègue américaine, parce que c'est un moyen, cette idée un peu de plafond de verre, c'est un moyen de lier les aspects strictement économiques, qui jusqu'à ce moment-là ont été pleins de succès, et les aspects non économiques, c'est-à-dire les facteurs sociaux ou politiques, les questions liées aux libertés, à l'état de droit, qui peuvent commander la poursuite du développement sur une voie positive. J'aimerais soulever en particulier, puisque nous avons la chance d'avoir un intervenant africain, un intervenant d'origine chinoise, interroger les orateurs sur le rôle des ressources naturelles dans l'accès à la prospérité, parce que les ressources naturelles, on peut les considérer, et on les considère souvent de deux manières. C'est évidemment une chance pour une nation, pour un pays,
pays d'avoir des ressources abondantes. Ce sont des ressources d'exportation, donc la possibilité de développer des infrastructures, de pratiquer des politiques de transfert, des dépenses publiques d'éducation, etc. Mais les économistes ont aussi en tête un grand nombre d'exemples dans lesquels les ressources naturelles ne sont pas aussi bénéfiques, peuvent être mal utilisées, donner lieu à des situations de corruption ou de perversion administrative et finalement déboucher sur une sorte de malédiction des ressources naturelles. Pour conclure, je pense qu'il sera naturel de demander à chacun de décrire un peu la façon dont il voit l'avenir de ces pays dans l'ordre économique international. L'ordre économique international ouvert des décennies de la fin du XXe siècle subsiste malgré les attaques du président Trump. Et la question de savoir comment l'aménager pour que ces nouveaux pays, avec les conditions de leur succès, les difficultés auxquelles ils font face, comment ils devront participer au fonctionnement de cet ordre économique ouvert du futur, est une question très ouverte. Merci. Merci beaucoup, Jacques Mistral. Je vais maintenant vous présenter nos quatre intervenants dans l'ordre d'ailleurs dans lequel ils vont s'exprimer, en commençant par Monsieur Abdourahmane Cissé, qui est donc ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État de la République de Côte d'Ivoire. Il est plus jeune qu'Emmanuel Macron, puisqu'il est né en 1981. On aurait envie de dire qu'il est un très bel exemple de méritocratie républicaine, et je dirais de deux républiques, à la fois la République de Côte d'Ivoire et la République française, puisqu'il est né dans un quartier populaire d'Abidjan, et quelques années plus tard, il est entré à l'école polytechnique en France, et il a également suivi une formation à l'Institut français du pétrole. Il a travaillé à la banque Goldman Sachs avant de rentrer en Côte d'Ivoire en 2001, où il est devenu en 2013 donc ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Prendra ensuite la parole Madame Anne Harrison, qui est professeure à la Wharton School of Business de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Elle a auparavant été directeure de la politique de développement à la Banque mondiale. Elle est l'auteur, l'éditeur d'un livre intitulé « Mondialisation et pauvreté » et ses travaux les plus récents portent sur la mondialisation des entreprises et leurs responsabilités sociales. Ming Po Kai, qui est donc à la tête d'un fonds d'investissement qui s'appelle Cathay, est également un bel exemple de mérite, puisque lui aussi originaire d'un milieu populaire en Chine, il est arrivé en France à 20 ans et en se donnant beaucoup de mal, je crois que vous avez appris le français en écoutant France Info, vous êtes entré dans la culture française, dans la vie française, vous avez fait une formation à l'école de management de Lyon, avant ensuite de développer des entreprises, et plus particulièrement cette entreprise de capital développement qui est présente aujourd'hui sur 3 continents, avec 6 bureaux à Paris, Munich, New York, San Francisco, Pékin et Shanghai. Enfin, Marc Bandelier, vous êtes directeur général de CFAO FMCG Agri. Vous avez fait des études à AgroParisTech et à l'ESSEC. Et vous êtes donc à la tête d'une des branches du groupe CFAO, une entreprise qui est française, qui est née il y a 160 ans. Vous nous en parlerez tout à l'heure et qui est présente dans presque tous les pays d'Afrique. Et vous êtes responsable, directeur général de la branche qui est plus particulièrement orientée vers la production et la distribution de produits de grande consommation. Voilà, chacun d'entre vous a la parole pour 8 minutes. Ensuite, nous débattrons pendant une vingtaine de minutes avant de prendre vos questions également pendant une vingtaine de minutes. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vous remercie. C'est pas facile d'être le premier à parler, hein. En général, à la fin, vous pouvez faire des synthèses de tout le monde et vous avez l'air d'être intelligent. Donc, je vais essayer quand même de me prêter à l'exercice. Je vais parler en structurant l'idée autour de 3 principaux points. Donc, donner des chiffres un petit peu clés sur l'état aujourd'hui du commerce ou du monde en général, en parlant plus des pays émergents, des pays en développement et autres. Parler un petit peu de projections pour les années à venir, donc notamment 2025-2050, même si aujourd'hui on sait qu'il est très difficile de faire des prévisions. Donc, lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec le Brexit et les récentes élections dans certains pays,
très difficile de faire des projections, mais bon, on va essayer quand même. Et puis, en dernière partie, focaliser sur les challenges. Donc, les challenges qui sont à venir, donc qui sont relativement importants et qu'il convient de voir dans quelle mesure il faut les adresser, de sorte à ce qu'on puisse complètement développer nos différentes économies. Donc, pour revenir sur le premier point, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à le dire, hein, parce que les chiffres le montrent. Lorsqu'on regarde les taux de croissance dans les pays émergents, donc pays émergents, pays en développement, on a des taux de croissance au cours des 10 dernières années qui ont été de l'ordre de 6%. Lorsqu'on prend les pays émergents, BRICS et autres, et lorsqu'on prend l'Afrique, on est aux alentours de 3,3%. Mais ces niveaux sont toujours largement élevés par rapport à ceux qu'on a vus au cours des dernières années dans les pays développés, où on a eu des niveaux de taux de croissance qui ont tourné autour de 1,7%. Donc on a quand même une dynamique de croissance qui est relativement importante et qui s'est maintenue pendant pas mal de temps. Bien entendu, l'année 2015 et même 2016 ont été un petit peu difficiles avec les chocs qu'on a connus dans certains pays avec les commodities. Donc on a vu qu'avec les impacts de la baisse des cours du pétrole, récemment en Côte d'Ivoire avec la baisse des cours du cacao, on sent qu'il y a un léger ralentissement au niveau de nos économies. Mais malgré cela, on a quand même des économies qui continuent de croître à des taux qui sont largement au-dessus de ce que nous avons dans la plupart des pays du G7, par exemple. Et lorsque vous regardez certains chiffres aussi, notamment au niveau du commerce intra-régional, parce que c'est quand même très important, c'est un point que l'on voit qu'au cours des dernières années, le poids du commerce intra-régional entre les différents pays émergents et un pays en développement sont largement en croissance. Et cela fait partie aujourd'hui des points importants sur lesquels un accent fort doit être mis au cours des prochaines années pour qu'on puisse mieux le développer. Le poids, par exemple, du commerce intra-régional est passé de 41% en 2005 à 52% en 2015. Et nous pensons que les projections pour les années à venir seront nettement plus importantes. Donc on a aujourd'hui un point qui est indéniable, c'est le fait qu'il y a de la croissance dans les pays émergents, il y a de la croissance dans les pays en voie de développement, tels que les pays d'Afrique. Mais comment est-ce que cette croissance est soutenable ? Est-ce que ce n'est pas juste quelque chose qui a duré pendant une décennie et que ça ne va pas se reproduire? Donc la question est posée. Et c'est une question que chaque gouvernement se pose, de sorte à voir quelles sont les dispositions qu'on doit prendre, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir maintenir ces niveaux de taux de croissance-là. Lorsque vous regardez la plupart des études, que ce soit... il y a une étude récente qui a été publiée en février dernier par le cabinet Pricewaterhouse, qui donnait des prévisions pour le monde en 2050, donc qui essayait d'un petit peu de décrire quelles seraient les principales caractéristiques. Et lorsque vous regardez, il prévoit qu'en 2050, la Chine deviendrait le pays le plus important du monde, donc devant les États-Unis. Et parmi les 7 économies les plus grosses en 2050, 6 économies vont venir des pays émergents. Donc c'est quand même des points qui sont relativement importants. Et quand vous prenez le Nigeria, il prévoit que le Nigeria passerait de la 22e place à la 14e place. Donc vous avez quand même des prévisions qui sont, on peut le dire, que certaines peuvent qualifier d'optimistes, mais c'est des points qui sont aujourd'hui réels et c'est une trajectoire vers laquelle nous essayons de nous projeter. Maintenant, comment faire pour nous assurer que cela devienne effectivement une réalité ? Il y a énormément de challenges auxquels nous faisons face, auxquels les pays vont devoir faire face au cours des prochaines années. Et l'un des premiers challenges, c'est celui de la croissance et la transition démographique. Cela est un point relativement important. Lorsque vous regardez les chiffres, la Banque mondiale avait publié des chiffres sur ce sujet, pareil pour les Nations Unies. D'ici 2050, nous devons créer environ 800 millions d'emplois en Afrique pour nos jeunes. La population active va atteindre environ 1,3 milliard, et elle sera même au-delà de celle de l'Inde et celle de la Chine. Donc il y a des questions aujourd'hui qui sont relativement importantes qui portent sur la création d'emplois, de sorte à pouvoir occuper les jeunes. Donc ça, c'est un challenge qui aujourd'hui, pour certains, constitue un challenge, constitue plutôt une opportunité, mais pour d'autres, notamment
à notre niveau, on se demande est-ce que ça ne peut pas aussi être éventuellement un risque. Donc, il nous faut vraiment adresser cette question assez rapidement, de sorte à ce qu'on puisse pouvoir tirer le bénéfice maximum de cette situation. Un autre point qui est relativement important, c'est la mobilisation des ressources. Rien n'est possible si vous n'avez pas des ressources. Et le gros enjeu aujourd'hui, lorsque vous regardez la plupart des pays émergents, et ça rejoint la question des ressources naturelles, lorsqu'il y a des chocs relativement importants sur les commodities, nous avons des chocs aussi naturels sur les revenus. Donc la question de la mobilisation des ressources aujourd'hui est une question qui est essentielle et clé. Vous prenez un pays comme le Nigeria, le taux de pression fiscale qui se mesure en faisant le ratio entre les recettes et le PIB est aux alentours de 12%. Lorsque vous retirez la part de commodities, on descend à des niveaux qui sont bien en dessous. Donc il y a vraiment aujourd'hui une question de mobilisation de ressources qui se pose. En Côte d'Ivoire, nous sommes aux alentours de 16%, mais nous pensons qu'il y a un potentiel facile de l'ordre de 4 points de PIB sur lesquels beaucoup d'efforts sont faits au cours. Nous sommes en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut changer cette donne-là. Donc la question de mobilisation des ressources est essentielle. Les flux financiers illicites, parce qu'on en a quand même quelques-uns. Il y a des rapports qui le montrent. Donc c'est un sujet qui est important. La fraude fiscale. Donc CFAO, je sais que vous n'êtes pas dans ce cas-là, mais bon, la fraude fiscale est un sujet clé sur lequel nous mettons aussi un point, un accent fort. Il y a bien entendu la question de la sécurité. Sécurité dans la plupart de nos pays, dans les pays émergents et même dans les pays développés. Mais sur ce point-là, c'est vrai qu'à chaque fois, lorsqu'on discute avec les gens, ils mettent beaucoup l'accent sur les risques, la sécurité. On me dit que je vais essayer en 30 secondes. On nous dit qu'il y a énormément de risques. C'est vrai, il y a des risques en Afrique, il y a des risques à investir. Mais lorsque vous regardez certains pays comme les États-Unis ont traversé plusieurs crises économiques et financières. Il y a eu 3 assassinats de présidents aux États-Unis. Mais malgré ça, aujourd'hui, c'est quand même l'économie la plus grosse dans le monde. Donc, nous pensons qu'il faut revoir le risque. Les choses s'améliorent. On a des transitions politiques qui sont nettement plus stables. Et comme on le dit en anglais, je suis très bullish les pays émergents, très bullish l'Afrique. Et je pense que les choses vont bien se passer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Wharton. Merci pour... Madame Harrison, je vous demande pardon. Je suis désolé. Harrison, Wharton, c'est la même chose. Non, mais... Non, c'est pas la même chose. Bon, merci beaucoup pour m'avoir donné cette chance pour parler. Actually, I'm going to speak in English. So I'm sorry about that. I was told I could speak in any language I wanted. So the question we were asked for today was, is the epicenter of the world economy still in the West? It may still be in the West, but I think it's rapidly moving to Asia. If you look at the numbers, in 2015, Asia accounted for a third, while North America only accounted for just a quarter of global GDP. If we just focus on China alone, which is the country I do research on, China surpassed the US as the world's largest manufacturer in 2010. In 2013, it overtook the US as the world's largest trading nation. The next question we were asked is whether the new El Dorados are the next growth areas. Absolutely. If you look at the recently released World Bank's Global Economic Prospects, it says that the expectations that emerging markets are going to grow around 4.1% this year, a little higher next year and the year after, compared to 2%, not even for the world's industrial economies. Also, the spillovers are very large. If you look at 1% point increase in growth of the 7 largest world emerging markets, the so-called EM7, that generates a 0.9% growth in other emerging markets and contributes to 0.6% global growth, if you believe the World Bank's numbers. In general, the 2000-2008 recovery was led by the emerging markets. They experienced smaller downturns. They recovered more quickly than the industrial countries. And so the industrial countries find themselves in a position of having a lot to learn, in fact, from their emerging market counterparts.
Now, will these new El Dorados become tomorrow's world economic leaders? I believe the answer is yes. And here I think we studied perhaps the same documents. The faster growth rate of China relative to the US means that it's going to overtake the US. According to PricewaterhouseCoopers, China is expected to be the world's largest economy by 2050. India will be in second place, the US will only be in third, and the fourth place will go to Indonesia. Of course, this shift towards the emerging markets being at the center of the world is really just a return to the normalcy if we look at historical experience. Longer-term forecasting are suggesting that by 2030, something like 60% of global GDP will be in the emerging markets. That simply means that we're returning to a world of 1820. If you look at the share of India and China at the beginning of the 19th century, according to Madison, at that time, they accounted for 50% of global GDP. So if you think about it in a historical terms, they were the dominant countries in 1820. They fell in their global share, and they're simply going to be restored to their position that they were before. Having said that, I'd like to talk about a couple questions regarding China's future. Some are concerned that China's growth is overstated, that its structural factors will prevent it from continuing its exceptional growth, and others have said, can China really move from being an imitator to an innovator, which is what's necessary for it to avoid falling into a middle-income trap. For 35 years, between 1980 and 2015, China grew on average 8.7% a year. That's a remarkable performance. Some think that this performance is overstated because if you add up all the provincial GDP numbers for China, they add up to more than its national GDP. Also, the other problem is China's leader, Li Keqiang's measure of growth. He typically isn't sure. He believes in the numbers, so he'll look at things like, for example, bank loans, rail freight growth, and electricity production. And if those numbers are high, then he says, yes, I believe the numbers. Those numbers have actually slowed down a bit if you look at them compared to GDP. But some recent research suggests that if you then take his measure and look at it properly, in fact, China's growth is understated. So Xavier Selay-Martin, in a recent NBR working paper, shows that if you take the measures of loans, rail freight growth, electricity use, and you calibrate them properly using nightlight data, then in fact these indicators suggest, in fact, that China's recent growth is understated, not overstated. What about the slowdown? So one point that's really interesting is China's growth has slowed to around 6–7% annually in the last several years. And even more importantly, and none of us are talking about this, India has overtaken China and is now growing faster. Sheng Jinwei, in a recent article, suggests that China's slowdown is a structural problem, not just a cyclical event. He points to two of the most important factors being its much higher labor costs than in the past and the demographic shifts. If you look at its labor costs compared to 132 non-OECD countries, it's now higher than all those countries. So he is predicting that China's comparative advantage is quickly shifting from a low labor cost to a high volume producer to something else. And what is that something else? So now the interesting question is China able to make the transition towards an innovator? And if you look at the actual numbers on innovation, they're really impressive. So for example, China's spending on R&D as a share of GDP was 0.7% in 1991. In 2015, it's over 2%. That's completely in line with industrial country norms. In fact, it's overperforming compared to its actual GDP. If you look at total patent filings, according to SIPO, they basically overtook the United States in 2011. My own research, if you look at those filings, suggests that those are real patent filings. They're not spurious, that those patent filings are associated with higher productivity, higher R&D, and more competition. However, if you look at China's total factor productivity growth, it's actually been negative, according to Sheng Jinwei, since 2009. And so the question is, what does China need to do to deal with these structural factors? And that's the last thing I want to talk about.
The most important thing is China's going to need to shift resources away from inefficient firms. So if you look at the pattern of loans and subsidies post 2007, 2008, there was a very large shift. China shifted most of those resources towards either SOEs or, even more interestingly, former SOEs. Firms that are supposedly now private, but in fact aren't really private. Often they have a status of legal ownership. And those firms that are getting a lot of these resources are performing much more poorly. So China's in a position where a lot of state resources are being funneled, much more so than pre-crisis, towards those firms that use them the least efficiently. So let me just say one thing in closing. One thing that's really important is these new El Dorados really rely heavily on global trade and investment. And so the US and other countries need to keep markets open. I encourage you all to read Branko Milanovic's book, if you haven't already, on global inequality. Shows that the major cause of the fall in global inequality is China's rise. And China's rise was fueled by its entry into the global trading system and foreign investment. So just personally, I've been very vocal in my opposition to Trump's protectionist policies. And I'd like to say that other economists and professors at Wharton have also been very vocal in their opposition to Trump's policies, as well as the US academic community. Thank you. Merci beaucoup, Madame Harrison. Je donne la parole à Ming-Po Cai. Oui, merci. Donc, Ming-Po Cai, fondateur de KT Capital, un fonds investi à la fois en France, en Chine et aux États-Unis. On gère à peu près 1,5 milliard avec 6 bureaux, 65 personnes, 70 sociétés investies. Alors, je vais vous parler en tant que praticien. Voilà, c'est pourquoi je vais vous parler ça. Je pense que le mot electorato, c'est un mot un peu, pour ne pas dire archaïque, c'est un peu dans l'ordre d'époque, quoi, quelque part. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mieux plutôt évoquer avec la nouvelle génération entrepreneurs, pas seulement chinois, finalement, que ce soit aux États-Unis qu'en France. Ils ne parlent plus, ah oui, il y a là electorato et l'autre côté misère. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment bien monter un côté contre l'autre, et comme ça, en plus, il est content quand on voit la Chine, la croissance commence à descendre. Est-ce qu'il va y avoir deuxième electorato? Alors, il parle de l'Afrique, les gens viennent dire, mais KT, pourquoi vous ne mettez pas aussi en Afrique? Mais finalement, je crois, le monde, surtout les jeunes générations entrepreneurs, ne pensent plus comme ça. Parce que la digitalisation. La digitalisation est provoquée aussi liée à le consommateur qui change. Je prends l'exemple de Chine. Nous avons 300 millions de consommateurs chinois de nouvelle génération qui sont nés après les années 80. Alors, est-ce qu'ils veulent consommer? Est-ce qu'ils ne veulent plus consommer? C'est même plus le sujet. Bien sûr, l'être humain cherche une vie meilleure. Tout le monde veut consommer quelque chose qui lui apporte le bonheur, qui lui procure le plaisir. Mais ils ne veulent plus consommer la même chose, de la même manière que leurs parents. Et surtout en Chine, vous avez les 4 grands-parents, 2 parents et un enfant unique. Le pouvoir d'achat, mathématiquement, vous pouvez même déjà calculer. Alors ça veut dire quoi? Ils veulent consommer différemment. Avant, une marque, alors d'ailleurs, cette année, pour la première fois avec la rencontre économiste, j'ai honoré mon engagement, j'emmène 50 entrepreneurs chinois. Demain, il y a une journée Chine et qu'il y a 50 jeunes entrepreneurs chinois qui vont venir vous parler comme ce que je vais essayer de vous faire sentir, toucher la réalité, quoi. Avant, il y a une marque de pantalons, vous voyez, qui s'appelle Chipilang. Ça vient de mon village, Seven Wolves. Ça ne veut rien dire, mais ça veut dire que ça vient de 7 frères qui ont créé, donc 7 loups, c'est la marque. Ils font essentiellement jacket et pantalon. Ils peuvent faire 1 milliard d'AMB chiffre d'affaires rien que pour le pantalon. Donc la marque, ce n'est pas une marque de marketing, c'est une marque liée à une identité d'un produit. Mais aujourd'hui, si un jeune qui voit, ah oui, j'ai porté ce jean, ce pantalon, qui le plaît, surtout, il ne veut plus acheter la même chose. Il cherche quelque chose de différent, vous voyez. C'est complément, ce n'est pas opposé, mais il veut chercher la personnalisation. Et e-commerce vient tout, parce que grâce à digital, grâce à ça, aujourd'hui en Chine, vous avez 700 millions d'utilisateurs de WeChat.
Donc, au fond, il sait même mieux que nous-mêmes quel est notre comportement. Donc, vous pouvez presque tracer, personnaliser. Donc, grâce à son consommateur, grâce à e-commerce, ce monde digital vous emmène quelque chose d'assez équitable. L'information devient assez équitable. Vous voyez? Ça veut dire, avant, vous basez sur le trading. Vous voyez, l'inéquilibre, non-symétrie d'information pour gagner des profits. C'est l'époque, c'est fini. Et donc, quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire évoluer vers quelque chose de différent. Et commençons par l'approche. L'approche de dire, oui, je suis électorato, il y a une misère, donc je récupère l'électorato. Non. Ce monde digital vous ouvre un vrai électorato, si vous voulez parler électorato. Donc, c'est l'approche de multipolaire, de coopératif. Nous avons une société en Chine qui s'appelle Shopal. Toute petite société qui casse le online et offline. Ça veut dire que vous êtes supermarché, vous êtes une marque avec e-commerce. Au fond, les gens peuvent très bien regarder sur plateforme e-commerce, après il va aller acheter au magasin, ou il va aller dans le magasin, finalement il va aller cliquer, même dans le magasin même, acheter, livrer chez lui. Mais c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que offline est supérieur online ou online est supérieur offline. Un phénomène assez marrant, il y a des marques françaises qui ne sont jamais mis le pied en Chine. Pourtant, les consommateurs chinois adorent ces marques. Donc je leur dis, tiens, sortez-moi les 50 premières marques chinoises, achètent déjà à l'étranger, ils ne sont même pas présents en Chine. On l'appelle overseas shopping. Et c'est très facile parce qu'aujourd'hui, la logistique en Chine, je peux vous dire, Jingdong ou Sunfeng livrent sous 24 heures. Alors, ils sont associés avec des partenaires français, etc. Ça marche très bien. Donc, aujourd'hui, même grâce à un start-up chinois, les marques de terroir français, s'ils trouvent par rapport au goût de cette nouvelle population consommateur, ils peuvent ouvrir le marché, sans même aller présent en Chine. C'est ça, ce nouveau monde. Alors, vous dire, ah oui, alors, est-ce que je dois contribuer à l'électorato de Shopal chinois parce que je vais lui vendre aux Chinois, parce qu'au passage, bien sûr, il va me taxer quelque chose. Non. Est-ce que Shopal dit, ah oui, je tiens la plateforme, donc je vais te bloquer, si tu veux que je t'aide à vendre, il faut que je cisse ça. Non. La fondatrice de Shopal, éduquée à Wharton, d'ailleurs, ancien patron de Johnson & Johnson dans le Consumer Goods, bah, il est venu en France et cherche à parler avec les marques de terroir. Et voulait vous aider. Il va vous aider pour mieux l'aider. Voilà. Ça, c'est la nouvelle approche. Et organisation, c'est-à-dire, il faut des multiculturels. Dire que je suis chinois, tu es français, tu es opposé, etc. Chez KT, nous sommes 65 personnes, français, chinois, américains, allemands. Au fond, nous sommes liés par l'intérêt, mais nous sommes aussi liés par le cœur. Il n'y a que ça qui peut permettre à réinventer les frontières. Pourquoi moi, je suis chinois en Chine, je suis français en France, ça fait 28 ans que je suis là, et depuis 5 ans, je suis allé habiter même à New York. Alors, c'est vrai, je ne parle pas l'anglais il y a 5 ans. J'ai écouté à nouveau la même recette que vous avez mentionnée. Au lieu d'écouter France Info, j'ai écouté WNYC. Vous connaissez à New York? Il n'y a pas de pub, il n'y a que des infos. Et ça prend vite. Et j'ai appris par cœur tout le discours d'Obama, c'est très magnifique. Je n'ai pas appris le discours de Trump, hein. Mais Obama, c'est vachement. Voilà. Et c'est ça, je pense que c'est ça, ce nouveau monde digital qui amène les jeunes, finalement, ils sont vraiment planétaires, de dire oui, je vais bloquer parce que je ferme la porte. Parce qu'avant, vous êtes deux joueurs sur un terrain de foot, mais finalement, le terrain s'effondre. C'est un nouveau jeu qui ouvre. Donc si tu vas encore utiliser les vieux techniques, les vieux tactiques, c'est fini. Voilà, c'est ça notre vision de l'électorato. La digitale, Internet, qui rend les choses beaucoup plus démocratie, beaucoup plus coopératif. Donc c'est ça notre vision. Merci beaucoup Ming Po Kai. Et donc pour conclure ce tour de table, je donne la parole à Marc Bandelier. Alors moi j'ai la chance d'arriver après les autres et donc forcément c'est beaucoup plus facile. Et c'est Abdou et moi on était à Abidjan hier soir, donc excusez-nous si on est un petit peu fatigué aujourd'hui parce qu'on a voyagé cette nuit dans le même avion. Moi je vous parle d'une entreprise française à l'origine, hein, qui vient de Marseille, qui a 160 ans et qui travaille depuis 160 ans en Afrique et qui travaille aujourd'hui dans 54 pays d'Afrique,
enfin 53 exactement, parce que la Libye c'est compliqué, mais qui commercialise des produits et qui fabrique des produits dans 53 pays d'Afrique. Alors c'est des marchands marseillais et aujourd'hui c'est devenu des investisseurs, des commerçants japonais, puisque cette entreprise a été rachetée par Toyota Tsusho Corporation en 2012 et maintenant nous sommes japonais. Alors on distribue des voitures en Afrique, on distribue des médicaments, on distribue des biens de grande consommation, on est associé à Carrefour, on vient d'ouvrir 2 supermarchés à Abidjan. Et donc c'est une entreprise qui depuis très longtemps vit ce débat, qui est le débat d'aujourd'hui, le débat de qu'est-ce qu'on fait avec les pays émergents, est-ce qu'ils émergent, est-ce que c'est un succès, est-ce que c'est un problème? Eh bien, c'est les deux à la fois. C'est à la fois un succès, comme la Côte d'Ivoire en ce moment peut l'être, mais c'est aussi un échec, comme peut être l'Angola en ce moment, qui traverse une période difficile, comme tous les pays pétroliers. Et donc, je reprends ce que disait M. Mistral, c'est clair, les matières premières, c'est une drogue dure. C'est une drogue extrêmement dure, parce qu'il y a une accoutumance très très forte, et des pays comme l'Algérie, le Nigeria, l'Angola, et dans une moindre mesure le Cameroun, mais aussi le Congo et le Gabon, sont en train de souffrir de cette drogue. Puisque, comme vous le savez, les cours se sont effondrés, et donc toutes ces économies sont tombées comme des châteaux de cartes, et je parle de l'Afrique, mais je pense qu'on pourrait parler du Venezuela de la même manière. Donc, il y a très peu de pays qui résistent à l'argent facile, hein, l'argent du pétrole, et les pays africains ne font pas exception. Alors, pourquoi les pays africains ne font pas exception? Parce que les pays africains ont des problèmes de recettes fiscales, et je crois qu'Abdou l'a très bien expliqué, des problèmes de recettes fiscales qui font que pour un pays comme le Nigeria, par exemple, 10% du PIB, c'est le pétrole, mais 80% des revenus du gouvernement, c'est le pétrole. Donc, quand vous avez un baril qui passe de 110 $ à 35 $, et que votre économie fonctionne qu'à 70, donc forcément, vous êtes très mal. Et c'est pour ça qu'on a 5 trimestres de récession derrière nous au Nigeria. Donc, la solution, elle est pas évidente à trouver. La solution, c'est clairement la solution qu'on a trouvée dans les pays qui ne dépendent pas du pétrole, c'est-à-dire le Kenya, par exemple, l'Éthiopie ou la Côte d'Ivoire. C'est des pays qui sont vraiment en émergence. Je ne dis pas ça pour flatter mon voisin, mais on a des taux de croissance au-dessus de 6%, on fait des 9% l'année dernière en Côte d'Ivoire. Donc c'est des pays qui ont su diversifier leur économie, qui ont su construire sur l'agriculture principalement. Et l'échelon qui nous manque maintenant, c'est vraiment l'échelon de l'investissement. Il faut investir dans l'industrie. Il faut transformer l'industrie africaine. Et là, je rejoins mon copain Mingpo. Il est clair que peu importe d'où viendra l'argent qui va permettre la transformation industrielle de l'Afrique, elle est la bienvenue. Aujourd'hui, le premier investisseur en Côte d'Ivoire, pour vous, c'est qui? Allez-y, vous n'allez pas trouver. C'est le Maroc. Hein. Aujourd'hui, les pays émergents aident les pays émergents. Aujourd'hui, les pays émergents construisent les pays émergents. C'est l'exemple de la Chine. Vous vous dites la Chine ne fait que des infrastructures contre des matières premières. Eh bien, c'est faux. Quand on compare la Chine avec les États-Unis, 2/3 des échanges des États-Unis, c'est des matières premières. Quand on compare à la Chine, seulement 28% des échanges, c'est des matières premières. Donc, la Chine, comme d'autres pays émergents, est en train de jouer un rôle fondamental pour développer les économies des pays émergents. Moi, je croise des investisseurs dans les pays que je visite, comme le Ghana, le Nigeria, le Congo, le Cameroun. On voit des Turcs, on voit des Tunisiens, on voit bien sûr des Portugais, des Espagnols. Hein, Galina Blanca vient d'arriver au Nigeria. Enfin, on se retrouve avec un monde qui est multipolaire, comme le dit si bien Mingpo, mais qui est un monde dans lequel la clé est clairement l'investissement pour transformer les industries des pays émergents et les rendre moins dépendants du pétrole. Voilà mon idée. Merci.
Merci à tous les quatre, à tous les cinq, pour ce tour d'horizon. La première impression que j'en retire est celle d'un certain optimisme, alors que ces dernières années, un certain nombre de choses ont paru, de choses adverses, hostiles, ont paru se développer par rapport aux échanges internationaux qui sont, pour beaucoup, à l'origine de l'émergence de tous ces nouveaux pays. Est-ce que, malgré tout, l'élection de Donald Trump, des mouvements comme ceux qu'on observe en Europe, les mouvements populistes, l'hostilité également à l'égard des mouvements de population qu'on observe en Europe, c'est-à-dire à l'égard des migrations, qui est une autre forme de fermeture, l'impact également des questions environnementales qui poussent aussi à un certain nombre de restrictions aux échanges. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas aujourd'hui un certain nombre de facteurs adverses qu'il faut prendre en compte? Est-ce que, vous l'avez évoqué à la fin de votre intervention, Madame Harrison, mais est-ce que vraiment M. Trump ne gagnera pas la partie et n'entraînera pas les relations internationales dans un accès de protectionnisme? Qui veut répondre en premier? Madame Harrison, qu'est-ce qui fonde votre optimisme? Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Je suis pas du tout d'accord avec ce que Marine Le Pen dit non plus. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a une grande partie du peuple, ici, partout, qui ne bénéficie pas de la mondialisation. Et ça, c'est quelque chose que nous économistes, le gouvernement, n'a pas bien trouvé une solution. Quand il y a une petite partie des États-Unis et souvent dans les autres pays qui prend tous les profits, ce n'est pas une situation durable. Monsieur Cissé, est-ce que vous êtes également optimiste sur le fait que le protectionnisme ne l'emportera pas? Oui, comme je l'avais dit, je fais partie de ceux qui pensent qu'on traverse des cycles, en fait. Donc, c'est une succession de cycles. Mais le plus important, c'est la direction dans laquelle on part. Donc, est-ce qu'il y aura des chocs? Oui. Est-ce qu'il y en a déjà eu? Oui. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer encore dans quelques temps? Non. Est-ce qu'on aura encore une baisse des chocs exogènes donc vous avez parlé de l'élection de Trump. Pour le moment, nous ne savons pas en tant que pays africain quel est l'impact réel que cela va avoir sur nos économies. Donc, il y a plein de programmes, je parle par exemple de la plupart des pays africains, il y a plein de programmes de développement qui sont en cours. Est-ce qu'ils vont être arrêtés? Est-ce que certaines des subventions qui sont accordées dans certains secteurs sociaux vont être suspendues? Il y a plein d'inconnus. C'est des éléments que nous ne maîtrisons pas. Mais le plus important, et ça a été évoqué, c'est la résilience de nos économies. Quel que soit ce qui va se passer, je pense que dans le moyen terme, nous aurons des taux de croissance qui seront toujours un petit peu au-delà de ce qu'on voit dans la plupart des pays développés. La diversification des économies est un point essentiel. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure. La question de la digitalisation, très important. Vous savez, en Côte d'Ivoire, par exemple, chaque jour, il y a 30 millions d'euros de transactions qui sont faites sur le mobile money. 30 millions d'euros. Et ça nous a donné des idées. Parce qu'on se rend compte qu'au niveau, par exemple, du paiement des impôts, on avait des difficultés. Donc, à partir du 1er octobre 2017, vous aurez la possibilité de pouvoir payer vos impôts en utilisant le mobile money. Donc, on est vraiment dans une logique aujourd'hui où on se dit qu'est-ce qu'on doit changer pour nous adapter aux clients, pour nous adapter à la nouvelle disposition du monde et faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Mais des défis, il y en aura. Il y a énormément de défis qui vont se présenter et il va falloir être ingénieux. Mais je pense que la croissance, la possibilité d'innovation se trouve aujourd'hui dans les pays en voie de développement. Ming Pokai. Oui, Trump, il est pour 4 ans. Une fois 4 ans passés, je pense qu'on évoque moins ce sujet.
Mais bien sûr, Terre cache cette question fondamentale que les peuples, est-ce qu'ils veulent mondialisation ou pas mondialisation? Mais moi, j'ai vraiment exposé un questionnement que moi-même j'emmène de temps en temps. Plus qu'on est éduqué, plus on fait des sujets, on voulait absolument qu'ils soient logiques et clairs. Et souvent, les choses logiques, si ce n'est pas logique, ce n'est pas vrai. Mais finalement, il y a beaucoup de choses vraies qui n'est pas forcément logiques. Vous voyez, le bon sens, il est un peu disparu dans tous ces débats. Chaque fois qu'on rentre dans une salle de réunion, surtout dans des réunions très internationales, très gouvernementales, officielles, on parle de tout et pour rien. Et par contre, si vous êtes autour de bons repas, vous voyez, quand il y a un bon verre de rosé, comme à Aix-en-Provence, un bon nourriture, vous voyez, les gens et moi opposés. Je ne sais pas pourquoi ce monde devient plus en plus opposé. Mondialisation, internationalisation par rapport à protectionnisme, et ce camp contre l'autre, etc. Pourtant, le bon sens ne nous amène jamais que soit opposé l'un à l'autre. Il faut coopérer, tout seul, tu ne peux pas soulever une pierre quand il dépasse un certain poids. Donc, moi, je pense que la question, c'est question d'éducation. D'ailleurs, tous ces business schools, il faut vraiment poser aussi la question. Pourquoi on n'éduque pas plus de bon sens? Pourquoi nous, les gens éduqués, on devient de plus en plus compliqué? En tout cas, cette question que vous posez, l'année prochaine, vous allez continuer à poser. Et l'année suivante. C'est vrai. Voilà. Alors, une chose qui m'a frappé en vous écoutant aussi, c'est le développement des échanges, je prends cette expression qui est un peu simpliste, mais le développement des échanges sud-sud et du commerce intra-régional, etc. Peut-on imaginer que ce niveau d'échange prenne un développement tel qu'il puisse rendre finalement relativement secondaire la question des échanges nord-sud et la question éventuellement du protectionnisme de tel ou tel grand pays du Nord? Monsieur Cissé. Je pense que on aura toujours besoin d'échanges nord-sud. De toute façon, il y a certains produits qu'on ne retrouve pas dans le sud, qui sont dans le nord. Donc, il y aura clairement toujours ces échanges-là. Mais aujourd'hui, et ça, on en parle souvent. Donc là, je vais donner des anecdotes. Ça a été déjà évoqué dans le cas de la Côte d'Ivoire avec le Maroc. Initialement, c'était la France, hein, le partenaire de choix. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Et après le Maroc, il y a d'autres pays qui sont en train de venir. Il y a le Nigeria qui approche petit à petit. On ne les voit pas venir, mais ils viennent relativement en force. Et il y a clairement cette question qui se pose. Parce que nous-mêmes, au niveau des pays, on se dit, lorsqu'on a un investissement qui vient de l'étranger, donc on a un flux d'IDE qui est pas mal, lorsqu'une boîte comme CFAO investit en Côte d'Ivoire, à la fin de la journée, leur dividende, il y a une partie qui est réinvestie, mais bon, il y a une autre partie qui repart. En tant qu'État, on a tout intérêt à ce qu'on puisse avoir des échanges qui soient le plus sud-sud. Lorsque le Maroc vient investir en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils rapatrient leurs ressources, ils ne les rapatrient pas en Suisse. Elles sont rapatriées au Maroc et cela contribue toujours au développement de notre zone. Donc on est très sensible à la question des échanges sud-sud. Mais il y a clairement des échanges nord-sud qui vont continuer de se faire. La plupart des pays aujourd'hui sont vraiment, comme on dit, open for business. Pas mal de personnes posaient souvent des questions lorsque la Chine a commencé à être très présente en Afrique. Il y a eu beaucoup de questionnements il y a beaucoup de questions. Est-ce que ce n'est pas une recolonisation? Il y a eu plein de termes divers et variés. Et lorsque vous regardez les flux d'IDE, en 2016, la moitié des flux d'IDE viennent d'Asie, dont la Chine. En Afrique. Donc, la plupart des pays sont aujourd'hui open for business. C'est vraiment la question d'avoir le meilleur produit au meilleur prix. Et bien entendu, avec une préférence, pourquoi pas, sud-sud. Marc Bandelier, sur ce point. Moi, je rejoins Abdou. C'est clair qu'aujourd'hui, ce stylo qu'on fabrique au Nigeria, on le vend assez facilement au Ghana, au Togo, au Bénin, parce qu'il y a des zones économiques, des zones ECOWAS, des zones
CEMAC, qui nous permettent de faire ce travail. Mais la tentation est forte chez les gouvernants de monter des barrières douanières pour protéger des industries émergentes, et c'est pas, bien sûr, c'est pas la bonne solution. On leur explique, on leur dit, c'est pas toujours, le message passe pas toujours, mais je vais vous donner l'exemple de l'industrie automobile au Nigeria. Il y a quelques années, 5 sociétés ont été sollicitées, 5 usines ont été construites pour fabriquer des véhicules. Aujourd'hui, très peu fonctionnent, quasiment aucune ne fonctionne véritablement. Et le Nigeria, pour protéger son industrie, a mis en place une taxe sur les véhicules neufs de 70%. Donc alors, forcément, c'est impossible d'acheter pour un consommateur nigérian de payer 70% de taxes sur un véhicule neuf, c'est juste impossible. Donc on ne vend des véhicules neufs qu'à des sociétés, à des entreprises ou des gouvernants. Et l'essentiel des véhicules achetés au Nigeria passe par le Bénin, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait, et les véhicules arrivent dans le port de Cotonou et viennent sur le Nigeria sans payer de droits de douane, bien sûr. Donc le protectionnisme n'est pas la solution, le protectionnisme est un vrai danger et c'est surtout un vrai problème parce que c'est un frein essentiellement aux échanges sud-sud. Pour déposer ce produit, si vous voulez lancer ce produit au Nigeria, il faut passer par les fourches codines de l'administration locale et ça va vous prendre 1 an de complexité administrative pour que votre produit puisse être enregistré et commercialisé. Donc, si vous êtes ghanéen, le problème est le même que si vous êtes français ou marocain ou chinois. Hein. Donc, on est dans cette complexité qui fait l'Afrique et qui font l'ensemble des pays émergents entre du protectionnisme et des manœuvres, enfin des manières de travailler qui sont pas toujours tout à fait correctes, quoi. Donc il faut qu'on arrive à trouver des modes de production industrielle qui vont nous permettre, en produisant localement chaque fois, d'échapper à ce système du protectionnisme qui barre le commerce sud-sud et aussi qui nous permet de court-circuiter les grey dealers et les trafiquants. C'est compliqué. Toujours sur cette dimension sud-sud, Ming Pokai, est-ce qu'un jour KT Développement aura des bureaux en Afrique, par exemple? Il peut venir à Abidjan. Hein. On va discuter. Sur ce sujet, par exemple, je prends l'exemple de route de soie. On parle beaucoup, on lit beaucoup d'articles, on lit à nouveau maintenant beaucoup d'interrogations sur l'intention de route de soie, ce projet. La Chine finance bras de tour dans différents pays, au-delà même de l'Afrique, etc. Mais je voulais dire que tout à l'heure, je crois que c'est vous qui l'avez évoqué, c'est vraiment gagnant-gagnant parce que la Chine investit dans l'infrastructure, par exemple en Afrique. Tout récemment, ils ont ouvert un port, je crois, pour connecter l'Afrique avec l'Est. Cette infrastructure, je pense que les gens, je sais, il est bien éduqué. Si le gouvernement chinois veut mettre de l'argent, il ne refuse pas. En tout cas, la route, le chemin de fer, c'est fait. La Chine ne peut pas ramener chez lui. Et ce chemin de fer, cette infrastructure, il fait bénéficier les Chinois, mais aussi tout le monde peut en bénéficier. Donc, quelque part, avoir une notion que quelqu'un qui vient, forcément, il a mauvaise intention. Encore une fois, je voulais vraiment provoquer cette volonté de jeune génération de faire confiance, de beaucoup plus simple. Au fond, ils sont beaucoup plus cool que nous. Ils ne sont pas si compliqués. Je ne sais pas pourquoi nous, les adultes, a une façon de forme de toujours cataloguer, je te fais confiance, je ne te fais pas confiance, je t'aime pas. Les enfants, ils aiment tout le monde, au fond. Voilà. Même les animaux, à partir du moment où ils sont assez amicaux. Et nous, les êtres humains, pourquoi on a commencé à compliquer plein de systèmes, etc. Et si on est vraiment aussi intelligent, alors pourquoi on ne revient pas un peu sur des choses fondamentales? Moi, je dis toujours chez KT qu'il faut réinventer les frontières. Quand le monde arrive sur la Terre, personne ne dit que ça c'est la Chine, ça c'est l'Afrique, ça c'est la France, ça c'est l'Amérique. Pourquoi moi, en tant qu'être humain, je dois accepter les frontières qui est fait par les humains? Merci beaucoup. Il y a une chose qui est très frappante dans notre conversation, c'est qu'à aucun moment nous n'avons parlé d'aide publique au développement.
je pense que cette table ronde se serait tenue il y a une génération. On aurait beaucoup parlé d'aide publique au développement. Madame Harrison, est-ce que ça veut dire que l'aide publique au développement n'existe plus? Je ne comprends pas la question, je suis désolée. L'aide publique au développement. Oh, Does it exist? Does it still exist? Is it still important? Ben, je crois que c'est une question morale. Si il y a des billions de personnes qui vivent avec moins d'$1 par jour, je crois que c'est impératif qu'on ne tourne pas la tête. Une question très intéressante, c'est est-ce que ce serait beaucoup plus efficace de donner cette aide au lieu de donner de l'argent ou prêter de l'argent? Ouvrez, comme mon collègue chinois propose, ouvrez les frontières et éliminer le protectionnisme. En principe, oui, c'est ça la solution. Mais les Américains, les voteurs américains, les voteurs en Angleterre et même une minorité pas très petite en France a voté pour des frontières plus importantes. Alors, moi, je reviens au problème vraiment important, qui ce n'est pas une question de donner de l'aide, c'est une question d'aider le peuple partout qui ne partage pas les bénéfices. Et si on ne fait pas ça, ce qui va se passer, c'est une grande partie de la population va continuer à voter pour quelqu'un comme Trump, qui n'a pas la bonne solution, mais qui exprime l'angoisse des personnes qui n'ont pas un travail ou qui ont un travail qui n'est pas bien payé, etc. etc. Monsieur Cissé, est-ce que l'aide publique au développement pour la Côte d'Ivoire, c'est encore une question significative? Dans le budget 2017, ça représente environ 1,4% du PIB. Donc, honnêtement, en tant que ministre du budget, si vous me donnez de l'argent, je prends. Non, mais c'est vrai. On trouve toujours quelque chose à faire. Mais 1,4% du PIB, pour nous, c'est pas très significatif parce qu'on met l'accent vraiment aujourd'hui sur le financement de notre économie. Je reviens encore sur ce point-là parce que dans la plupart des pays en développement, c'est vraiment l'un des sujets clés. Et si on devait vraiment donner de l'aide, c'est sur ce point-là qu'on devrait mettre l'accent. C'est la mobilisation des ressources internes. Comme je vous l'ai indiqué, la plupart des pays ont des ratios recettes fiscales sur PIB qui sont aux alentours de 16% dans la zone. Lorsque vous comparez à des pays comme la France et les pays développés, c'est quasiment le double de ces montants-là. Donc imaginez le potentiel fiscal que nous pouvons mobiliser si nous avons les bons moyens de collecter. Alors que je pense que s'il y avait de l'aide pour nous aider à pouvoir, en collaborant même, c'est-à-dire en partageant les informations, parce que moi je pars du principe que dans la vie, rien ne se perd, tout se transforme. Donc c'est des vases communicants. Vous savez, il y a toute la question des prix de transfert. Qui est un sujet qui, même ici dans les pays développés, pose des questions. C'est pas facile, c'est pas trivial. Mais c'est des sujets aujourd'hui sur lesquels je pense que si nous arrivons à trouver de bonnes façons de pouvoir les traiter, on a un potentiel fiscal qui est énorme. On peut facilement passer des 15-16% que nous avons aujourd'hui à 20-21%. Et ça fera de la différence. Parce que c'est ce qui permettra de pouvoir mieux investir, avoir une croissance qui soit le plus inclusive possible. Parce que ça aussi, c'est un sujet. La question, on avait abordé rapidement la question de la création d'emplois, mais il y a la question aussi de l'inclusivité de la croissance dans nos différents pays. Donc, c'est des sujets qui sont relativement importants et qui sont des challenges pour chacun des dirigeants pour les années à venir. Merci beaucoup. Le moment est venu de passer à vos questions. Je ne sais pas s'il y a des micros qui sont disponibles. Mais en tout cas, voilà, qui veut poser? Oui, je vous en prie. Bonjour, je suis à côté, je suis étudiant à l'école d'économie de Clermont-Ferrand. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre ivoirien. Concernant, nous parlons du futur,
Et dans votre intervention, vous avez parlé des défis qui attendent l'Afrique. Et vous avez parlé de l'emploi, vous avez parlé de la mobilisation des recettes, vous avez parlé d'autres choses. Mais concernant la mobilisation des recettes, il y a une question qui est d'actualité aujourd'hui, c'est une question qui concerne le franc CFA. D'autres penseraient qu'il serait plus avantageux ou il serait plus facile pour des pays qui sont autonomes monétairement, par exemple le Ghana, le Niger, de mobiliser assez facilement et plus de fonds que les pays, entre guillemets, qui sont un peu dépendants monétairement. Et au-delà de ce profit, on a aussi, bien sûr que quand vous êtes indépendant monétairement, il y aura, je veux dire, en fait, il y aura des hauts et des bas, c'est-à-dire il y aura des chocs économiques qui vont arriver. Mais au-delà de ces chocs économiques, on apprend aussi, ou on a une expérience de la gestion économique monétaire. Et au-delà de cette gestion économique monétaire, on est en train de parler du futur, d'ici 2050. Et d'ici 2050, il est très très important pour nous, les futurs, ou bien la génération à venir, de maîtriser, d'avoir cette gestion monétaire du futur. Et j'aimerais savoir, monsieur le ministre, quel est votre avis sur ce sujet? Bien sûr, je n'ai pas une conviction sur la question. On est des étudiants. J'aimerais comprendre un peu plus, c'est tout. Merci. Monsieur Cissé. Merci pour la question. C'est marrant. Il y a le président de l'école polytechnique qui est dans la salle. J'étais à l'école il y a quelques temps et j'ai eu droit un petit peu à une question similaire. Je vais essayer de ne pas être trop politique dans la réponse que je vais donner. Je vais être pragmatique. Là, c'est pas le ministre de la Côte d'Ivoire qui parle. C'est Abdou Cissé qui s'exprime. Donc là, je mets les disclaimers avant de parler. Donc, non, mais aujourd'hui, en fait, ça, c'est vraiment ma logique. Est-ce qu'il y a des avantages à avoir une monnaie qui soit arrimée à l'euro? En ce moment, oui. Taux d'inflation en Côte d'Ivoire, en 2016, 0,7%. Taux d'inflation. Regardez le niveau de taux d'inflation au Nigeria, au Ghana et autres. C'est des niveaux qui sont au-delà de 2 chiffres. Donc, et ça a été quasiment la même chose au cours des dernières années. Au cours des 5 dernières années, on a eu des taux d'inflation qui ont été en dessous de 2%. Et lorsqu'on regarde pour les années à venir, on a des niveaux de taux d'inflation qui sont aussi maîtrisés. Pareil, lorsque vous regardez au niveau du taux de change. Au niveau du taux de change, le fait d'avoir une monnaie qui soit arrimée à l'euro, ça aide un petit peu pour certaines de nos stratégies. Bien entendu, il y a une différence parce qu'on entend souvent les questions, est-ce qu'on va dévaluer le franc CFA, est-ce qu'on va créer une nouvelle monnaie? Mais sur la question de la dévaluation du franc CFA, il y a un sujet parce qu'on a le franc CFA dans 2 zones. On a le franc CFA dans la zone CEMAC, on a le franc CFA dans la zone UEMOA. Mais ce n'est pas le même franc CFA. Vous savez, si je prends 10 000 francs CFA de la Côte d'Ivoire et que je pars au Cameroun, je ne peux pas l'utiliser. Je suis obligé de le changer en euros et ensuite avant de le changer dans le franc CFA de leur pays. Donc, ce n'est pas des monnaies qui sont identiques. Elles portent le même nom, mais elles ne sont clairement pas identiques. Et lorsque vous regardez les 2 zones, il y a vraiment une différence. Dans la zone UEMOA, on a une situation où tout se passe bien. Nos niveaux de réserve sont de l'ordre de 5 à 6 mois d'exportation. Les niveaux de déficit sont clairement maîtrisés dans la zone aux alentours de 5,5-6% de déficit budgétaire. Donc, on n'est pas dans une situation aujourd'hui où on a besoin de faire une dévaluation. Donc, on a une zone qui se porte bien. Donc, il y a des avantages. Nous sommes partis, par exemple, sur le marché financier il y a quelques semaines. On a lancé un eurobond sur le marché. On l'a fait en euros. Parce que les gens ont cru au fait que, et à juste titre d'ailleurs, au fait que nous avons une économie qui est quasiment payée à l'euro. Donc on a en fait, lorsqu'on part sur les marchés, c'est comme si on faisait des transactions quasiment euro, mais avec un risque Afrique. Et ça a beaucoup aidé. On a eu une transaction, on est parti on recherchait 500 millions d'euros, on s'est retrouvé avec 9 fois plus de souscriptions. Donc il y a quand même des avantages. Maintenant, il faut qu'on se projette. Et pour moi, avant de commencer à courir, vous faites 4 pattes, vous marchez. Et après, quand vous savez comment marcher, vous mettez ensuite à courir. Si aujourd'hui,
nous devons, en plus de gérer nos questions, parce qu'on a de gros défis, je vous ai parlé des questions de mobilisation des recettes, si en plus de gérer toutes les questions qui sont essentielles, nous devions en plus de cela se poser les questions de gestion, des questions de politique monétaire et tout ça, honnêtement, je pense que ça ferait un petit peu beaucoup. Il faut aller pas à pas. Ça viendra, ce moment-là viendra. Je serai peut-être vivant encore quand ça viendra, mais ce moment viendra. Il faut aller pas à pas. Mais on n'est pas aveugle, on sait où on va. Mais lorsque vous êtes en politique, vous ne parlez pas trop. Merci. Merci beaucoup. Une autre question, monsieur. On va commencer là, et puis on ira ensuite là. Sur la question des infrastructures, il me semble qu'il y a deux sujets. D'une part, ça a été mentionné, les routes de la soie qui sont actuellement d'assez loin le plus gros effort d'investissement jouant dans les échanges sud-sud, et donc sur lequel il peut peut-être être utile de revenir un instant. Et d'autre part, à plus faible échelle, la COP21 a tout de même décidé de 10 milliards de dollars sur l'électrification, notamment dans les pays peu développés. Et par conséquent, ceci est aussi un des enjeux, puisque à côté des enjeux commerciaux qui ont été décrits, il y a aussi les aspects création d'infrastructures essentielles, qui est un facteur de développement important. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que ça se passe bien? Que peut-on faire pour l'améliorer? Étant entendu que le retrait américain gêne, mais gêne pas essentiellement. Qui peut répondre? Ok. Moi, je pense que aujourd'hui, je parle au niveau entrepreneur. Après, Marco Econi, peut-être, il a des spécialistes mieux que moi. Les entrepreneurs de cette génération digitale, en tout cas, leur obsession, c'est simple. Leur mode de fonctionnement, c'est où est les meilleures ressources. Enfin, où est les besoins non satisfaits. Voilà. Et il va aller chercher ces ressources, ou un produit ou service, pour répondre à ce besoin non satisfait. C'est ça leur mode de fonctionnement, de définition d'opportunité. Donc, si les ressources, il est à gauche, il va aller à gauche, il va aller à droite. Donc, quelque part dans leur tête, ils ont une façon de réfléchir très plate. Voilà. C'est là, d'ailleurs, depuis 2 ans, nous avons créé KT Innovation, un fonds pour investir dans les sociétés innovantes aux États-Unis, en France et en Chine. Et vraiment très honoré, on a été rejoint par de très grands groupes industriels, que je ne cite pas de nom, très connus, et ils sont très internationaux. Mais il vient ici parce qu'il a compris cette population que nous allons choper, c'est vraiment une génération qui est dans leur tête, ils ont déjà réinventé les frontières. Donc vous parlez de route de soie, ou vous parlez COP21, je pense que dans le futur investissement ou infrastructure que les gens vont faire, ils ne vont pas forcément chercher à résoudre un vieux problème avec des logiques habituelles. Ils vont essayer d'anticiper au fond, dans leur interprétation, par exemple, sur par exemple, mobilité et nouvelle énergie. Si vous parlez d'une manière très locale, vous ne trouvez pas de solution. Et aujourd'hui, grâce à cette knowledge sharing, qui est par les réseaux sociaux, par Internet, par, vous avez aux États-Unis Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, mais en Chine, rien qu'avec WeChat, vous avez presque 800 millions d'utilisateurs. Vous pouvez savoir, j'ai investi il y a 18 mois une société qui s'appelle Pinduoduo, qui fait l'achat groupé, c'est le social shopping. On réinvente le plaisir d'acheter ensemble. Et finalement, dans le modèle qu'il prend ou la façon qu'il fait, c'est très global. Donc ce modèle peut bénéficier des consommateurs ou des fournisseurs ailleurs. En Chine, vous savez tous, depuis 1 an, il y a un mode qui s'appelle Mobike. Ça veut dire le dernier kilomètre de vélo. Vous prenez le vélo, clac, vous l'ouvrez avec l'app, vous le déposez où vous voulez. Quelqu'un qui reprend, et ça, on ne s'occupe pas du tout de stationnement. Et ils ont en 1 an, aujourd'hui, 5 millions de vélos partout en Chine. Ça retenait l'habitude. Donc, vous voyez, pour le climat, pour le COP21, la cause de environnement, incroyable.
Et c'est une toute jeune journaliste chinoise, une dame qui a eu cette idée. Et aujourd'hui, il y a au moins 20 des meilleurs fonds d'investissement du monde entier qui ont injecté en espace de 12 mois 300 millions de dollars. Et aujourd'hui, ils valent 3 milliards de dollars de valorisation. Donc, on est complètement dans un ordre d'échelle. Donc, essayons de ne pas utiliser d'anciennes façons de mesure, et d'ailleurs parfois sont archaïques, par exemple pour mesurer la croissance économique. Comment ils mesuraient le e-commerce? Vous voyez? Donc, dans ce sens-là, je vois la solution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est nous qui l'avons créé. Enfin, excusez-moi, le politique, c'est pas, je dis pas, moi je ne suis pas politicien, mais je pense que les politiques ne doivent pas traîner derrière, il faut qu'ils anticipent. Et je pense que dans la formation, et d'ailleurs ici à Aix, j'ai visité un truc qui s'appelle des camps. C'est incroyable. C'est l'endroit que les politiciens peuvent dialoguer avec les start-upers, les CEO peuvent parler avec les jeunes, etc. Et ça, je crois, c'est un mixage, cet écosystème, c'est l'avenir. Ok. Alors, monsieur, ici, au milieu. Donc, merci. Stéphane Manganza, j'ai deux questions. Une pour M. Cissé et l'autre pour M. Bandelier. Donc, la première pour M. Cissé, c'est de savoir, concrètement, vous avez parlé des taux de croissance pour les pays émergents. Je vais prendre particulièrement la zone francophone. Concrètement, qu'est-ce que ces taux de croissance élevés, supérieurs à des pays développés, concrètement, qu'est-ce que ça a apporté à l'amélioration des conditions de vie des populations? Et pour M. Bandelier, la question était de savoir, vous avez parlé de la difficulté de certains pays émergents par rapport à leur économie, ou de faire de la diversification. Mais est-ce que le problème n'est-il pas un problème d'homme plutôt qu'un problème de baisse du baril du pétrole, par exemple? Si on prend le cas du Gabon ou du Congo ou même des autres pays qui ont eu, on va dire, le pétrole pendant plusieurs années, mais on a vu que leur développement ou leur croissance a particulièrement stagné, n'a pas évolué. Est-ce que le problème ne se situe pas plus aux hommes qu'aux matières premières ou... Voilà. Merci. Merci. Déjà, en fait, il y a beaucoup de personnes qui... on parle beaucoup de croissance et tout ça, mais il faut se demander, la question qu'on se pose aussi, c'est de savoir quels sont les secteurs qui tirent cette croissance-là et quels sont les principaux secteurs aujourd'hui en Afrique. Si vous prenez la zone francophone, notamment la Côte d'Ivoire, par exemple, donc c'est quand même, je le prends comme proxy, mais c'est quasiment la même chose dans la plupart des autres pays. Le premier secteur dans notre pays, c'est le secteur tertiaire. Donc avec les services, on a Carrefour qui a ouvert 2 magasins. Il y a pas mal de... Quand le secteur des services se développe énormément. Premier secteur. Deuxième secteur, c'est le secteur secondaire. Donc même si l'industrialisation traîne un petit peu, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le deuxième secteur. Et le secteur primaire, donc notamment on parle du cacao et tout ça, vient en 3e position. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on veut laisser tomber le secteur primaire, mais aujourd'hui, les questions sur lesquelles les gens travaillent, c'est comment faire pour transformer nos produits bruts en produits finis ou semi-finis. Donc, la croissance a été tirée par tous ces secteurs-là. Pour parler un petit peu de croissance inclusive, parce que ça, c'est vraiment un sujet qui revient à chaque fois. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a une expression qu'on entend souvent, c'est « on ne mange pas goudron ». Bon, je sais comment je le dis en français, c'est-à-dire qu'on ne mange pas les routes. Donc ça, c'est une expression qu'on entend énormément, parce que dans notre stratégie, on a mis l'accent sur la construction des infrastructures. Donc en 2011, le président Ouattara a lancé un vaste programme de construction de routes, pour vraiment désenclaver toutes les zones, faire venir les produits des zones rurales aux zones urbaines, faciliter le commerce et tout ça. Mais il y a une partie de la population qui a dit, bon, c'est bien beau, mais nous, on ne le sent pas dans nos poches. Donc, on ne mange pas les routes, on veut le sentir dans nos salaires et tout ça. Donc, il y a ces questions-là qui se posent. Mais je vais vous donner quelques chiffres. En Côte d'Ivoire, au cours des 5 dernières années, vous regardez la production d'eau, on a produit autant d'eau en 5 ans que pendant les 50 premières années de la Côte d'Ivoire. Donc on a produit autant d'eau en 5 ans que de la période de 1960 à 2010. Vous prenez en matière de production d'électricité.
on a augmenté la capacité de production d'électricité de l'ordre de 40%. Et une des politiques fortes a été de mettre l'accent sur l'électrification de tous les villages de plus de 500 habitants. Donc, lorsque vous faites des investissements comme ça, lorsque vous investissez dans les routes, vous investissez dans la production d'eau, vous investissez dans l'électrification, bien entendu, c'est pour le bien-être des populations. Mais tant qu'elles ne le sentent pas dans leur salaire, c'est-à-dire qu'elles sont bien contentes d'utiliser les routes et tout ça, mais tant que le salaire mensuel n'augmente pas, on se dit toujours, bon, c'est pas encore complètement inclusif et tout ça. Mais il y a encore du boulot à faire. Hein. Il y a encore du boulot à faire parce qu'on vient de loin. Le gap d'infrastructure est énorme et il faut pouvoir le financer. Et bien entendu, le secteur privé ne finance pas tout. Il y a des choses que le secteur privé ne financera jamais. Il faut que ce soit financé par les États. Et bien entendu, nous avons des difficultés de financement. Donc, nous sommes dans ce processus-là. Ça prendra du temps, mais on n'a pas le choix. Parce que si on ne le fait pas, on aura des jeunes qui seront bien obligés de prendre des bateaux pour chercher à venir en Occident. Donc c'est un problème qui se pose à nous, mais qui se pose à tout le monde. Monsieur Bandelier. Alors oui, le problème, est-ce un problème humain ou pas? Évidemment que c'est un problème humain. C'est même plus qu'un problème humain, c'est presque une malédiction. Il y a des pays qui ont eu énormément d'argent pendant la fièvre du pétrole et qui l'ont consommé sans l'investir, sans dynamiser leur pays. L'argent était facile. Est-ce qu'on aurait dû, à ce moment-là, former des gens, développer une élite, leur apprendre ou leur permettre d'apprendre à développer leur économie? C'est sûr, on aurait dû, on aurait pu, mais c'est le passé. On est dans une situation aujourd'hui, sur un pays comme le Congo, qui est vraiment dans une récession très 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 dure. Il y a quand même la route principale entre Brazzaville et Pointe-Noire est coupée par la guérilla. C'est compliqué. On a vécu dans ces pays d'Afrique centrale, hein, d'Afrique équatoriale, on a vécu des crises politiques importantes. L'Angola, la RDC sont encore dans des crises très très dures. Et on voit qu'il y a un vrai travail à réaliser sur la formation des gens, sur le développement des compétences et sur la bonne gouvernance. Et là, effectivement, le FMI est en ce moment à Brazzaville. L'allocation d'argent supplémentaire que demande le Congo-Brazzaville ne se fera pas sans une discipline dans la manière de gouverner, dans la manière d'utiliser les fonds, l'argent disponible pour le gouvernement. On parle de pays qui sont à des niveaux de maturité dans la gestion d'un pays complètement différents. On voit le cas de la Côte d'Ivoire, on peut parler du Kenya, on peut parler de l'Éthiopie, il y a du Maroc. Il y a des pays qui ont réussi à sortir de ces problèmes qui sont la malédiction de l'Afrique. Et cette malédiction, on peut en sortir, on le voit. Maintenant, ça va prendre énormément de temps. Pour l'Afrique centrale, ça prendra probablement plusieurs décennies avant d'arriver à monter dans le classement Doing Business qu'on connaît tous. C'est quand même assez inimaginable que ces pays qui ont été très très riches pendant des dizaines d'années n'ont pas d'usine de savon, ne peuvent pas produire de l'huile pour leurs consommateurs, quoi. Enfin, c'est quand même c'est atterrant. Mais c'est vrai, c'est un problème humain. Je peux pas dire mieux que ça. Voilà, le moment est venu de conclure. Je redonne la parole à Jacques Mistral pour reprendre un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Eh bien, merci Guillaume. Je crois que nous avons eu une table ronde extrêmement fructueuse et je crois que c'est dû à l'équilibre des participants. Un homme de terrain qui connaît bien son terrain, un ministre qui est en charge de lourdes responsabilités, qui les exprime avec simplicité, une experte qui connaît le monde et réfléchit en prenant un peu de hauteur, et puis un bel entrepreneur. Je pourrais dire pour les étudiants qui ont lu cela dans des manuels et qui ne les ont jamais rencontrés, vous avez avec Mingo l'exemple de l'entrepreneur schumpeterien. Et ça, c'est quelque chose dans la vie, on n'en voit quand même pas tous les matins.
Alors, le panel a souligné des changements fantastiques, le mouvement de l'épicentre de l'économie mondiale vers l'Asie, mais moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est toutes les petites notations un peu souterraines qui illustrent ces changements qui se produisent sans que forcément ils fassent la une des journaux. J'ai noté l'importance croissante des échanges intra-régionaux et en même temps de diagnostic sur les obstacles à leur extension, au développement d'un grand marché régional intégré. J'ai noté le Maroc, c'est vrai qu'on le cite assez souvent, le Maroc comme premier investisseur en Côte d'Ivoire, mais un gros investisseur de toute façon en Afrique subsaharienne. Et puis également, ce qui pour un professeur qui a commencé il y a quand même quelques années, vous vous en doutez, le fait, comme l'a souligné Guillaume, que l'aide publique au développement soit un non-sujet, à part la bienveillance du ministre pour accueillir éventuellement toute dotation supplémentaire, je le note en passant. Enfin, c'est impensable, c'était impensable dans ma génération. Sur le futur, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même une tonalité généralement très positive, une vision jeune, il faut le dire, hein, et c'est bien dû à la jeunesse de nos panélistes. J'admire en particulier le brio avec lequel Bingo a décrit ce que sont ces jeunes compatriotes chinois, qu'ils soient consommateurs ou entrepreneurs ou utilisateurs de nouvelles technologies. C'est quand même un monde qui est assez fascinant. Et quant au ministre, dans l'exercice de ses responsabilités, comme je l'ai dit, il a à plusieurs moments suggéré le fait que les institutions plus stables, que l'évolution économique et politique permettait progressivement, avec beaucoup de difficultés liées à la sécurité et tout ça, bien sûr, mais quand même que les institutions plus stables permettaient de faire des choix qui progressivement consolidaient les chances de développement et ce qu'il a appelé dans son commentaire une croissance soutenable et durable. Alors bien sûr, le chapitre des challenges auxquels font face tous ces pays est un chapitre abondamment fourni. On a beaucoup insisté sur la mobilisation des ressources, le besoin de bien former les projets d'investissement, sachant que ce n'est pas forcément la ressource financière qui fait obstacle, mais bien d'autres difficultés, l'investissement, l'éducation, donc l'investissement dans les jeunes, la digitalisation, l'investissement dans les nouvelles technologies, et puis peut-être ça a été signalé par Abdourahmane Cissé, la nécessité dans toutes les régions du globe de trouver des millions, des centaines de millions d'emplois pour les jeunes. Il a cité l'Afrique, mais c'est aussi le cas en Chine pour les populations qui émigrent des campagnes vers les villes. Et puis c'est le cas, on le sait bien, évidemment, en Europe également, de trouver une solution à ce problème de l'emploi. Opportunité, une espèce de confiance, de vision positive, challenge bien diagnostiqué, mais également mesure de risque. On a parlé des aléas de la conjoncture, de la dépendance aux matières premières, ça n'a pas été masqué, des obstacles à l'intégration économique régionale, et le ministre est allé jusqu'à évoquer les difficultés qu'en général, quand on est ministre, on préfère traiter de manière avec discrétion, n'est-ce pas, les difficultés liées à la fraude fiscale, encore que je le vois très à l'œuvre avec des méthodes technologiques modernes pour lutter contre ça, et puis les flux financiers illicites. Donc au total, rien n'a été masqué, mais au sein d'une tonalité qui, pour les pays et pour l'avenir de l'économie internationale et pour leur contribution à l'avenir de l'économie internationale, reste assez positive. En conclusion, je voudrais juste signaler qu'à mes yeux, ce que nous avons entendu de Abdourahmane Cissé aujourd'hui le place en bonne voie pour remplacer un de nos amis dans un rôle très traditionnel aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, c'est Lionel Zinzou, qui pendant des années et des années a fait le plaidoyer vibrant que tout le monde connaît presque par cœur, n'est-ce pas, grâce à lui, en faveur de l'Afrique. Et donc là, je trouve que nous avons entendu un très bon démarrage pour une position très bullish sur l'Afrique. Merci beaucoup. Merci à tous pour ce panel.